Bienvenue tout le monde, un gros podcast encore une fois aujourd'hui. Encore une fois, notre deuxième, je crois, en prévision de la saison 2025 des Capitales de Québec. Aujourd'hui, deux grands invités, Marc-André Lard et Pierre Bray. Merci d'être là, les gars, vraiment apprécié. Salut, ça fait plaisir. Salut les gars! Donc, encore une fois, on va mettre un peu la table sur la saison qui s'en vient. Discuter en plus avec le duo à la description et à l'analyse des matchs des Caps à la radio et à la diffusion. Mais pour commencer ma première question, parce que honnêtement, c'est jamais clair. Mais c'est qui entre vous deux qui est le descripteur et l'analyste? Parce qu'on dirait que ça alterne à tous les matchs. C'est effectivement vrai. C'est les deux qui sont les descripteurs et analystes. Pour la petite histoire, là, Pierre, autant Pierre que moi, on est des mordus de baseball, puis notre histoire de baseball remonte à jusqu'à quand on était des petits gars. Puis on a toujours aimé, dans le monde des communications, les deux. Donc, on aime décrire, puis on aime analyser le jeu également. Fait qu'en faisant les deux, ben là, on s'est dit, ben, on va alterner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne dans une série, mais on alterne aussi dans un même match. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, le premier match de la série, on dit que c'est Pierre qui va en décrire un petit peu plus, donc il va commencer, il va décrire le premier match, les manches 1 à 3 et 6 à 9. Moi, je vais décrire 4, 5, 6. Le deuxième match de la série, on inverse. Donc, je fais 1 et 3, 7 à 9. Et on revient, on réalterne une autre fois au troisième match de la série. Mais là, la série d'après, ben là, ça va être moi qui va faire les matchs 1 et 3 à décrire 6 manches sur 9. Puis après ça, Pierre va faire euh, l'inverse. Puis finalement, là, ça fait 3 ans qu'on fonctionne de cette façon-là. Puis on a tous eu, c'est à peu près 50-50 ce qu'on a décrit, analysé, parce qu'on aime aussi avoir les gros calls, comme on les appelle, là, les calls spectaculaires et les jeux importants. On a pas mal de 50-50 aussi là-dessus, fait que ça tombe. Ouais, c'est François Paquette puis Jacques Doucet qui faisaient ça, eux autres, quand ils faisaient la description des Caps. Puis moi, j'en ai fait pas mal avec eux au fil des années. Puis je trouvais que c'était une bonne affaire aussi. Je pense que ça garde le produit dynamique dans le sens qu'on ne s'endort pas pendant une game à être juste à l'analyse ou ça rend ça plus dynamique comme ça. Puis l'enjeu, c'est rendu en série. Là. Normalement, c'est un enjeu. C'est pas un enjeu, mais c'est que la game finale, on la flippe à pile ou face parce que, à la seconde, c'est pas vrai, pas la game finale, à la seconde, il y a une possibilité que ce soit un championnat des capitales. Puis on parle comme ça parce qu'on en a eu trois en Ouais. trois les dernières saisons, là. Mais chaque fois qu'il y avait un match possiblement décisif pour les capitales, on tirait au sort. Puis je pense que ça a bien fait. Je pense que on doit être à peu près 50-50 sur les gros calls de fin de série ou de fin de championnat. Là. Ben ouais, t'as eu 22, puis j'ai eu 23-24. Ouais. Mais Ouais. 24, c'est parce qu'on pensait vraiment pas que ça terminait ce soir-là. Fait que c'est moi qui ai fini à avoir eu le call, mais on pensait vraiment qu'on revenait le lendemain. Puis là, c'est Pierre qui aurait eu le dernier match. Ah, puis au final, c'est le gros call. Vous avez entendu les deux parce que on n'a pas juste entendu vous deux, on a entendu Québec au complet crier sur le coup de circuit. Ça, comment vous l'avez vécu? Puis combien de fois vous essayez de retourner l'écouter, celle-là? Moi, je l'ai réécouté plusieurs fois, puis je dis à la blague que c'est le pire call de ma carrière parce que on fait juste hurler, puis je perds la voix pendant le call, mais de traduire l'énergie, parce que c'est la beauté, hein, pour ceux qui ne savent pas, parce que ça, on se le fait demander souvent aussi. On est installé où dans le stade? Vous autres, vous le savez, les gars, là, mais on est vraiment à travers la foule. Donc, on a le pouls de la population, le pouls des partisans, là, euh, carrément direct dans les veines, parce qu'on est vraiment à travers eux. Fait que ça, c'est vraiment un feeling qui est incroyable. Mais ça vient que quand c'est intense, comme le circuit de Kiki qui a donné la victoire, ça fait qu'on ne s'entend plus. Et là, on ne s'entend plus dans notre casque, donc on est obligé de hurler. Puis sur le coup, je me rappelle de Pierre qui, sur l'impact de la balle, se met à hurler lui aussi. Ah, no doubter, c'était sûr. Elle sortait Ah, au départ, c'est sûr. Oui, mais on a quand même eu cette espèce de seconde ou de seconde et demie où tout le monde s'est tu. Autant toi puis moi, Pierre, que les 4300 personnes dans le stade, où là, on attendait de voir à passe dessus. Où on surveillait peut-être le voltigeur de gauche aussi, là, de dire c'est quoi sa réaction. Et là, tout d'un coup, on voit bien que la balle, elle tombe dans le milieu, même dans le troisième tiers de l'arbre. Et là, on le voit, puis on le réalise, puis là, le party lève, puis c'est parti.
Mais pour moi, c'est comme le pire call de ma carrière parce que on fait juste crier parce qu'on est content. Ah, puis moi, une chose qui me gosse encore, c'est que j'ai pas été là pour le match. Fait que la semaine que je l'ai entendu, c'est de vous autres à la radio, parce que j'ai aidé un de mes amis un spectacle d'humour. Puis j'étais à côté de ma voiture, à côté de ma voiture, à écouter le corps de la fin de game. Puis quand j'ai entendu ça, puis il y a eu le petit bout de silence, j'étais genre. Quand vous avez commencé à crier, j'ai capoté, puis j'ai fait le tour de mon char, je pense 3 fois en course. Là. Mais sérieux, c'était incroyable. Puis vous êtes bon pour ramener, comme tu dis, l'émotion après ça à la radio, tout ça, surtout quand t'as pas de visuel. Comme à la webdiffusion. À la webdiffusion, des fois, ça aide de pouvoir voir. Puis je pense que c'est quelque chose que des fois on oublie. Mais là, en plus, à l'avoir à la radio, je trouve que vous faites un bon travail de pouvoir ramener un peu ce qu'on voit. Surtout avec les balles frappées, toujours de mentionner où la balle tombe comme il faut faire à chaque fois. Mais chapeau là-dessus. C'est de développer des réflexes en description aussi à un moment donné parce que les saisons sont longues. Veux pas, c'est une centaine de games, dont à peu près 50 locales. Puis si on. Tu sais, une game en juin, là, ça se peut qu'on la trouve un peu moins excitante puis un peu moins tripante que les autres, mais elle est importante aussi, cette partie-là. Donc, c'est une espèce de. Encore une fois, c'est pas prétentieux pour les Capitals, mais pour nous, la saison, c'est une espèce de long warm-up en vue des séries. On sait que les Capitals, ils ont des bonnes chances de faire les séries. C'est un gros marché dans la Ligue frontière. Fait les possibilités sont là. On le sait. Les Capitals ont plus. C'est une destination plus intéressante que bien des équipes. Alors, pour nous, le mot, c'est ça. C'est quasiment un long camp d'entraînement de 100 games. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça pareil. Écoute, ça fait 3 fois qu'ils sont en série. Puis dans les autres ligues avant, ils n'ont pas manqué série souvent non plus. Il y a des circonstances, mais ça a toujours bien tombé, disons. Je ne veux pas faire de comparatif ou quoi que ce soit, puis j'espère qu'on ne pèlera pas ses orteils de qui que ce soit, mais les Capitals sont un petit peu devenus les Yankees de New York du baseball indépendant. Moi, je vais plus loin que la frontière parce que Ouais. en 25 ans d'histoire, les Capitals ont forgé une réputation. Puis il y a des gars qui arrivent ici qui ont vu de la grosse balle, qui ont entendu parler des Capitals. Je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec Jeremy Profar, qui a été ici, principalement en 2023, mais un petit peu en 2024 aussi avant qu'il soit libéré. Et puis, Profar, quand il est arrivé, il dit j'ai entendu parler des Capitals. Je savais que l'organisation avait une bonne réputation. Puis je suis venu ici pour gagner un championnat. C'est comme ça qu'il est arrivé, Jeremy Profar. Puis ça, c'est un parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont dit ce même genre de discours-là. Puis je suis persuadé, là, à la lumière des joueurs qu'on regarde qui s'en viennent, parce que là, cette année, c'est un signe de renouveau, là, les Capitals cette année. Vous allez voir beaucoup de nouveaux visages, quelques visages connus, mais beaucoup de nouveaux visages. Puis tu regardes les gars, c'est des gars qui ont joué beaucoup de baseball affilié. Il y a beaucoup de gars cette année qui ont touché au niveau 3, donc qui ont cogné aux portes des majeurs et qui s'en viennent ici à Québec. Donc, soit pour relancer leur carrière ou parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du plaisir ici, qu'ils sont bien traités. Donc, il y a un peu de ça aussi dans l'aura ou dans l'ADN des Capitals, c'est que c'est devenu une destination et Dieu sait qu'on est l'équipe de baseball professionnelle la plus au nord en Amérique du Nord et malgré tout, on est devenu une destination, j'ai envie de dire, presque incontournable à un point tel que des fois, puis nous on l'a vu à jaser avec des descripteurs d'autres équipes, commence à les frustrer un petit peu. Ouais. Je ne veux pas te reprendre, mais Winnipeg, c'est plus au nord. Je n'étais pas sûr. Mais c'est ça. Donc, il y a des descripteurs aussi qui nous ont dit ouais, en bon québécois, vous gossez un peu. Mais pas juste ça. Il y en a. Les gens sont vraiment smart. Peu importe où on va, puis peu importe qui vient à Québec, les gens sont vraiment smart. Mais on le sent. On le sent que ça dérange. Ça, c'est vrai qu'on le sent que ça dérange. Il n'y a pas notre meilleur chum d'un descripteur, c'est le gars d'Ottawa, Davidé, là, qui fait la version anglaise. Puis il est tanné, là. Il est tanné que les Capitals gagnent devant Ottawa. Puis, tu sais, on le voit, puis on le comprend, puis tout ça. Mais, tu sais, nous, on joue dans le film du bon bord, fait qu'on est bien content, mais, tu sais, on peut comprendre que pour les autres équipes, ça fait disons que ça fait des saisons redondantes un peu de toujours perdre contre Québec. Écoute, mais ça a recommencé, comme Marc-André l'a dit, c'est vrai, hein, c'est vraiment recommencé cette année, en ce sens qu'il y a plusieurs retours. Il y en a des retours.
Mais il y en a aussi beaucoup des départs. Là, je suis persuadé qu'il y avait des gens qui s'attendaient à voir Joe Lacroix cette année dans le line-up. Il ne sera pas là. C'est sûr qu'il ne sera pas là. Tommy Seidel. Ouais. Tommy Seidel. Puis, David, comment? David Lowe. Ben, pour l'instant, en tout cas, moi, Oui. j'ai toujours en tête que David Glaude peut revenir à m'amener sans avertissement. Mais tu sais, il y en a des joueurs comme ça. Non, il y a encore beaucoup d'inconnus à ce moment-ci. Puis c'est intéressant. C'est intéressant pour ça quand même. Ouais, puis c'est pas juste les joueurs qui sont pas de retour cette année, mais c'est aussi les joueurs qui vont commencer dans d'autres équipes un peu plus à travers le monde. Je repense à Frank Moscatillo cette saison qui va commencer dans la Ligue du Mexique. Jake McKenzie qui s'en va en France. C'est des joueurs qu'on a adoré l'an passé, mais qui commencent la saison avec pas d'autres. Mais de ce que j'ai compris, l'intérêt est toujours de revenir pour Québec avec les fins avec les séries. Tu sais, ça, on va se le dire, là. Je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de franchises qui peuvent se permettre ça dans le baseball indépendant, mais effectivement, Québec, on dirait que tu as comme un line-up A au début de la saison. Puis l'idéal, c'est de se rendre jusqu'à la fin avec ce line-up A-là aussi. Mais tu as toujours des cartes cachées un peu partout en Amérique qui, effectivement, font sonner le téléphone à Mané. Puis tu as parlé d'David Glaude tantôt, là. La carte cachée était dans notre backyard, là. Elle était ici à Québec, pas loin. Il n'y a pas grand monde qui ont ce pouvoir d'attraction-là. Puis on ne sera pas de cachette. C'est pas vrai que les Aigles de Trois-Rivières ont le pouvoir d'attraction sur les joueurs québécois en ce moment, ou à peu près pas. Il y en a, évidemment, puis c'est tant mieux, puis c'est souhaitable. Moi, je pense qu'on aurait avantage à ce qu'ils réussissent à aller en chercher un peu plus. Mais pour l'instant, là, les joueurs québécois qui reviennent jouer au Québec, c'est avec les capitales qui veulent jouer. Ça me paraît assez évident. Ça. Puis ça, tu parles des joueurs québécois, c'est aussi une des forces de Pat, c'est aussi il donne des chances aux joueurs québécois aussi. Fait que c'est ça qui aide aussi. Hein. C'est pas Slammers de Joliette qui aurait donné une chance à Marc-Antoine Lebreu, là, je dis n'importe quoi. Non. Ah non, puis il y a eu des moments, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Tu sais, un gars comme Anthony Quirion, s'il joue je garde le même exemple de Pierre, Kiki, s'il joue à Joliette, ça se peut qu'il finisse pas la saison l'an passé parce qu'il a traversé un gros creux de vague à un moment donné. Puis, mais Pat, il a toujours fait confiance. Dit, garde, je te donne des matchs en arrière du marbre, je te donne des matchs au troisième but. On savait que son bâton, ce n'était pas son immense force. C'est jamais un gars qui a vraiment frappé bien plus que 2,20, 2,25 dans tous les hauts niveaux qu'il a atteints. Fait, mais peut-être que d'autres organisations n'auraient pas eu cette patience-là, cette volonté-là. Puis il y a des façons de gérer différentes ailleurs. Moi, j'ai vu beaucoup de différences entre le baseball dans l'Est de la Ligue frontière et dans l'Ouest de la Ligue frontière, les deux divisions. Parce qu'on regarde l'Est, bon, ben, c'est l'héritage de la Ligue Canam et tout ça. L'Ouest, ben, c'est ce qui était la Ligue frontière avant la fusion. Puis, ben, eux, ils sont plus habitués dans la culture du baseball américaine d'aller voir, OK, dans la NCAA, qui ne s'est pas fait repêcher? Et nous, on va aller piger là-dedans, puis on va aller à la pêche, puis essayer de trouver des diamonds in the rough, là, et de se bâtir une équipe là-dessus, puis de donner des chances. C'est beaucoup comme ça qu'ils le font. Les Capitals ont commencé à le faire, mais avec d'autres portes d'entrée. Au Panama, précisément, au Venezuela, en République dominicaine, évidemment au Québec aussi, mais la NCAA peut être une belle porte d'entrée. Harley Gollert vient de là. C'est de là qu'on est allé le chercher. Tommy Seidel aussi, oui. Tommy Seidel aussi, puis j'ai pensé à Gollert en premier parce qu'il revient cette saison, puis il risque d'être un rouage très, très, très important, puis en plus, ben, il lance de la mauvaise main, fait que ça, c'est toujours gagnant. Ouais, comme la majorité de nos lanceurs cette année, on n'a pas beaucoup de lanceurs droitiers qui ont été achetés, je trouve. Mais moi, j'aime aussi bien qu'on commence l'année avec 90% de gauchers puis qu'on tasse ceux pour qui ça marche pas que l'inverse. Trouver des gauchers, c'est compliqué, mais quand tu es en début de saison, on écrème puis on passe à autre chose. Et ça, là, je veux dire, Pat Scalabrini, je pense qu'il y a des posters de main gauche dans sa chambre. Il est d'un focus et il est tellement spécifique là-dessus quand il peut aller chercher des gauchers, il va le faire, des gauchers en lesquels il croit, là, puis ça l'a généralement payé. Bon, on parle de Gollert, mais là, rappelez-vous de Koiyashi l'an passé. Là. Sa balle courbe, là, était incroyable. C'était assez. Ben, sa courbe, sa tombante, comment on l'appelait, Pierre? Donc, sa cochonnerie. C'est le mot scientifique. Qui était particulièrement efficace. L'année précédente, Evan Rochki a été
incroyables en relève à des moments clés des séries éliminatoires et de la finale, c'est des gauchers, encore une fois. L'année d'avant, Miguel Cienfuegos, qui était le partenaire numéro un autre gaucher. Donc, c'est vraiment, ça fait partie des critères de sélection, je pense, de Pat Scalabrini. Puis comme Pierre, tu disais, plus il va en avoir, le mieux c'est, ou presque. La dernière phrase, c'était la meilleure. On t'a perdu, Marc-André, 2 petites secondes, je pense. T'es où? Ah, t'es là. Ben oui, j'ai bien vu ça, là. Mais tu vas voir, même cette année, je trouve qu'on a quand même des bons coachers. On a Sakurai qui reste à être pas pire. On a Karapitos. Fait que je pense, je sais pas s'il va être dans les meilleurs. Là, on va voir au camp, mais c'est encore des lanceurs gauchers qui est quand même intéressant à voir aussi. Là. Oui, vraiment, vraiment. Puis la beauté de tout ça, c'est qu'il y en a au moins la moitié de l'équipe qui va commencer la saison qu'on connaît à peu près pas. Fait qu'on va les découvrir pas mal au camp dans les prochains jours. Là. Vous avez peut-être vu aujourd'hui le calendrier qui a été, je dis aujourd'hui parce qu'on enregistre mercredi, mais le calendrier des matchs hors concours qui a été dévoilé. Donc, vendredi, samedi 2-3 mai, si je ne me trompe pas, à Henri Cazot, là, c'est possible d'aller voir ça. Ouais. Puis le camp devrait commencer dimanche de mémoire, donc le 27. À voir, ça dépend de la météo selon notre source dans le vestiaire qu'on appelle. Mais qui devrait être le 27, soit à Cazot dans la météo, ou sinon ça va être au Dôme. Puis c'est l'exercice de patience aussi, hein? Quand tu es en début de saison comme ça, avec quel genre de gars qui a fait bonne impression auprès, on parle beaucoup de Pat, mais auprès de Pat, auprès de Christian Chenard, auprès de la Clan Fontaine, puis de l'organisation en tant que telle. C'est l'exercice de patience aussi. Pourquoi tu vas libérer un gars à la fin du mois de mai ou pourquoi tu vas donner un peu plus de cordes ou un peu plus de patience à un autre gars, puis finalement, tu vas l'étirer jusqu'à temps que finalement ça débloque, puis tu le gardes, puis il devient un rouage important de l'équipe. C'est tout un exercice qui est à la fois du feeling, à la fois de ta relation avec le joueur. Est-ce que ça marche bien dans le vestiaire? C'est tout un exercice. Puis des fois, on le voit, là, on voit les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Ils disent ah, lui, il n'a pas été bon, puis il n'est pas bon depuis le début de l'année, puis pourquoi qu'il le garde? Finalement, il le garde, puis il devient un rouage hyper important rendu au mois d'août. Il dit Anthony Quirion. Ben, Quirion en 2000. Oui, c'est bon. Mais Justin Gideon, moi, je pense que c'est le meilleur exemple, Justin Gideon. L'année qui est arrivée, c'est pas qu'il a mal parti, mais il a parti un peu lentement. Le gars arrive de l'équivalent du senior élite en Ontario, qui est un petit peu plus fort, mais il reste que c'est le genre de gars qui, en général, tu lui montres la porte de sortie assez vite si ça ne fonctionne pas en début de saison. Et toujours bien devenu le meilleur joueur de l'équipe, ou à peu près, là, depuis 2 ans. Ça frappe comme une machine, ce gars-là. Là. Puis il a fallu le découvrir. Il a fallu avoir le gut feeling aussi de le garder au moment où ça n'avait pas décollé à 100% en début de saison. Mais là, je veux dire, c'est hyper payant rendu aujourd'hui. Là. Puis en plus. Il y a un temps, Guidi, il frappait pour 160 ou à peu près là, dans ses débuts. Puis en plus, Gideon, on l'a repêché au try-out, au repêchage. Mais moi, l'exemple que je voulais donner, c'est Jeremy Profor. En donné, il s'est fait tuer. Puis là, en série, il a frappé des bombes. Fait que ça, il faut être patient. Oui, Profor est un excellent exemple. Il a terminé comme un des héros. Son dernier match à Québec en séries éliminatoires après s'être fait. Puis tu sais, je veux dire, on va appeler un chat, là. Il faut travailler fort pour se faire ruer par la foule de Québec. Là. Puis quand tu joues pour les Caps, là, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis Profor a réussi à se faire ruer. Puis tu sais, c'était même pour nous, à la description, c'était un peu... Il y avait un malaise. On ne savait pas trop comment adresser la situation, comment la décrire aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce qu'on était comme, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. DUE devant une performance généralisée mauvaise de l'équipe, OK, mais ciblé envers un joueur, moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça au Stade Canac. Non. Et ça a très bien terminé finalement quand même. Ah, puis moi, ce qui a été marquant de tout ça, puis je m'en souviens encore, parce qu'on n'avait jamais vu ça aussi non plus, c'est Profor qui fait le tour du troisième but, qui s'installe, puis qui fait ses mains comme ça à côté de ses oreilles parce qu'il n'y a pas de durée. J'ai jamais vu ça, puis je me souviens que ça a été fait dire de la part de l'organisation, je pense, après.
inacceptable comme séquence. Puis, écoute, heureusement que ça a bien fini parce que ça aurait été, moi, à mon avis, une des tâches dans l'histoire des capitales, le comportement de cet individu-là à ce moment-là. Moi, puis vous irez réécouter les émissions si vous les trouvez. Là. Moi, je n'ai jamais accepté ce geste-là de la part de Jeremy Profar, mais force est d'admettre que ça a été payant c'est ça qui est le plus dans l'histoire parce que il fait ça, puis quelques mois plus tard, c'est le héros de Québec. Ah oui, puis tu sais, on parlait du circuit victorieux d'Anthony Quérillon l'an passé. Le circuit victorieux de Profar, là, il était loin en tabarouette. Elle n'est pas encore tombée, je pense. C'est probablement, ouais, c'est ça. C'est probablement un des plus longs circuits qu'on a vu à Québec dans l'histoire récente. Puis j'ai eu le privilège, moi, d'être un des premiers, sinon le premier, à lui mettre un micro sous le nez après ce circuit-là, puis d'avoir ses commentaires. Puis le mot qui revenait, c'était rédemption. C'était rédemption parce que on nous a toujours, malgré la séquence inacceptable, il nous a toujours été décrit comme un excellent coéquipier. Ouais. Et ça, ben, ça reste que tu peux pardonner des choses. Puis tu regardes le spirit envers les autres, avec les autres joueurs et tout ça. Puis les gars étaient contents pour lui, puis lui était comme hey, rédemption, je m'excuse encore, mais on va la fêter celle-là. En gros, ça ressemble à ça. Moi, j'ai envie, on parle de la saison, mais j'ai envie de savoir pour vous, dans l'histoire des Capitals, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué dans l'histoire? Hein? Plusieurs. Tu parles des 25 ans? Ouais, les 25 ans, genre. Puis, moi, je ne serais pas très original pour ma réponse, mais c'est Éric Gagné. Le passage d'Éric Gagné a tout changé dans l'histoire de cette franchise-là, même si les Caps avaient déjà plusieurs succès. Là, c'est clair que cette équipe-là était déjà promis un bel avenir, mais le passage d'un gagnant du trophée Cy Young, un joueur local qui venait jouer avec Québec, je veux dire, c'est malade. Mais après ça, moi, je pourrais prendre les line-up de toutes les saisons, puis oui, je vais te sortir des joueurs qui m'ont marqué à chaque année. Puis c'est intéressant parce que ce ne sera pas toujours le gros joueur. Tu sais, là, je t'ai nommé Éric Gagné, mais encore une fois, tu sais, c'est pas le gars qui a eu le plus gros impact dans la saison en soi. Il est arrivé sur le tard. Les premiers départs n'étaient pas super parfaits, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça a déclenché. Puis en série, on se souviendra de la soirée à 45 000 spectateurs dans le stade Canac. Là, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais à chaque année, il y en a. Tu sais. L'an passé, là, Jake McKenzie, là, en termes de 23e, 24e joueur sur un line-up en début de saison, il était pas mal là, on s'entend. Là. Là, la manée, là, on l'a vu partir vers le first, puis on a fait OK, c'est pour ça qu'il est là, ce gars-là. Il y en a plusieurs des gars comme ça qui ont des petites caractéristiques ou encore des grosses caractéristiques intéressantes, mais au fil des années, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Un moment donné, on s'offre un podcast, sortez les line-up de toutes les saisons, on va vous les pointer un par un, celui-là, pourquoi, celui-là, pourquoi. Ouais. Je fais presque à Pierre là-dessus, puis Éric Gagné, évidemment, indétrônable, quoi que ce soit. Puis j'ai bien aimé Pierre-Luc Laforêt aussi, parce que c'est des gars qui ont vu le show. T'sais. Fait c'est sûr qu'on a un fait pour eux autres, puis en plus, c'est des gars de chez nous, c'est des Québécois. Mais si je regarde dans l'histoire récente, moi, je suis un immense fan de Justin Gideon, à un point tel que le commissaire adjoint de la Ligue frontière, Matt Shepardson, vient s'asseoir à côté de nous quand il est en ville, dans l'espoir d'entendre un appel de circuit de Justin Gideon parce qu'il en est fan. Puis parce que, on va se le dire, Pierre, on le beurre épais un peu parce que, dans le fond, on l'aime beaucoup. Guidi est un excellent joueur. Puis sinon, j'avais eu un gros coup de cœur, encore dans l'époque frontière. Là, Jeffrey Parra, pour moi, était un receveur incroyable. C'est pas pour rien qu'il n'a fait qu'une seule saison. T'sais, il bat le record de circuit en une saison. Et je me rappelle de son mois de juillet, il avait épinglé 17 coureurs en tentative de vol. Tu ne pouvais pas voler contre ce gars-là. Il était très, très beau à voir jouer. Ah, puis, de mon côté, ça reste que j'ai connu l'impact d'Éric Gagné. Puis ça, c'est en majorité à cause de la chanson de Bob Bissonnette. Parce que Quel âge vous avez, vous autres? Moi, j'ai 19. 19. Puis toi, Félix? 23. 23, OK. Fait que moi, en 2009, j'avais 3 ans. Fait que c'est sûr que c'était difficile un peu de me souvenir de ça. Je pense que je l'ai jamais vu jouer. Mais j'ai connu l'impact, je sais ce qu'il a amené.
Mais de mon côté, un joueur qui m'a toujours marqué et va me marquer pour toujours, c'est TJ White parce que Ouais. un gars qui a adoré jouer à Québec puis qui adore encore Québec. Puis j'ai vu la photo hier, puis c'est bizarre de le voir dans un autre uniforme. Là. Ouais. Donc, ça reste un joueur qui va me marquer pour de nombreuses années. Puis j'ai hâte de le voir à Québec, malgré qu'il va avoir un uniforme de Down East. Ouais. Ouais, puis TJ, là, en fait, ce qui a fait de lui quelqu'un de très aimé à Québec, je pense, c'est que c'est aussi l'espèce de suite logique d'Eddie Lantigua. C'est que Eddie était le héros et Eddie était le gros joueur, le gros cogneur, le joueur spectaculaire. Et arrive TJ, qui est à peu près le même genre de joueur, c'est-à-dire qu'il va cogner des circuits importants, souriant, bonne bouille, sympathique avec les gens et tout ça. Fait que le fait que TJ est arrivé pas si longtemps que ça après Eddie, ça a comme fait une suite logique. Puis les gens ont comme apprécié ce bon bonhomme-là. Puis effectivement, c'est sûr que ça va être spécial de le voir dans un autre uniforme, mais la vie continue. Puis c'est pas le premier ex-capital qui va coacher ailleurs. On a Andy McCauley qui coach dans cette ligue-là. On a, voyons, à New York, notre ami, là. TJ Stanton. TJ. Stanton. Et Wow. Puis il y a aussi le nouveau club de Mississippi, James McCowan, qui a coach les frappeurs aussi. Ouais, Fait. c'est... ouais, puis un peu pour continuer là-dessus, tu parlais de l'Antigua puis son impact. Après ça, de TJ. Puis là, on a eu le départ de TJ il y a 2 saisons maintenant, mais je pense que la torche a été passée au niveau de Carl Crawford maintenant, si je me fais ça. Parce qu'on remarque que Carl Crawford devient un peu le favori de la foule, puis c'est le capitaine de l'équipe. On ne se cachera pas, depuis 2 ans, c'est lui qui est comme le leader de cette équipe-là. C'est lui le leader de l'avant-champ. Avez-vous un peu la même idée que c'est comme le nouveau TJ White à ce niveau-là? Ben, c'est clair que Cal Cross, c'est le leader de cette équipe-là. Juste 2 secondes. Eddie Lantigua, j'aurais probablement dû nommer Eddie en premier, à bien y penser, là, quand j'ai dit gagner tantôt, mais tu sais, Eddie Lantigua, c'est Monsieur Capital. Là. Mes excuses, Eddie, c'est parce que quand il frappe fort encore, même s'il a vieilli. Oui. Il fait une très bonne académie aussi. Oui. Carl Cross, c'est ça. Ça l'est le capitaine de cette équipe-là. C'est devenu clair assez rapidement. Tu sais, j'allais dire c'est devenu clair avec le temps, mais même pas. C'est super rapidement qu'il s'est imposé comme ça. Tu sais, il avait sûrement déjà joué à l'arrêt-court de façon ici et là dans sa carrière, mais tu sais, de devenir le joueur d'arrêt-court régulier de cette équipe-là. Joueur d'arrêt-court, c'est important, tabarouette. Là. Moi, là, la ligne du centre, là, catcher, arrêt-court, champ centre, là, frapperait pour 2-5, j'ai pas de trouble avec ça. Mais faites les gens défensifs, par exemple. C'est vous qui gérez la défensive absolument. Lui, il fait tout. Il frappe, puis en plus, il fait la défensive de façon spectaculaire. Écoute, ça fait 2 ans qu'il y a les Capitals finissent au. Marc-André, tu me corrigeras, mais je pense qu'on finit au premier rang depuis 2 ans sur les doubles jeux. À tout le moins, il y a 2 ans, puis l'été passé aussi, on était en très bonne posture de ce côté-là. C'est toute la différence du monde. Si tu vires 80 doubles jeux dans la saison, c'est 80 frappeurs de moins avec un gars sur les sentiers qui viennent au bâton. C'est potentiellement 160 points de moins avec le frappeur qui est. C'est toute la différence du monde. Fait que oui, Carl Crawford, pour répondre à la question de façon longue et allongée, oui, c'est lui le général de cette équipe-là. Et j'ajouterais à ça, d'ailleurs, tu as raison, Pierre, là, pour il y a 2 ans, effectivement, là, la ligne de crawl à Glode ou de Glode à crawl, il n'y avait rien qui passait. Là. Je veux dire, les doubles jeux, c'était spectaculaire. Et crawl, il ne faut pas oublier que l'histoire, elle est belle parce qu'il n'y avait pas de promesse qui était faite à ce gars-là lorsqu'il est arrivé en 22. C'était le gars qui était là en attendant qu'Yordan Mandoulé arrive. Ouais. Et quand Yordan Mandoulé est arrivé, on a pris Carl Crawford, on l'a mis au 3e. Ouais. Pourquoi on l'a mis au 3e? Parce qu'on n'avait pas le choix de le garder. Il a fait sa place dans cette formation-là à un point tel qu'on a dit, OK, en 23, on le ramène. Et c'est vraiment en 23, à mon avis, qu'il s'est établi, qu'il a mis les 2 pieds par terre et qu'il a dit, OK, c'est ma place et même c'est mon club. C'est lui le capitaine, effectivement, de cette équipe-là. Il n'y a aucun doute. Rappelez-vous, au concours de coups de circuit la saison dernière, il était magique. On ne l'attendait pas. On attendait Gideon. Puis on a eu Carl Crawl qui a été excellent, qui a donné un spectacle, qui a frappé des bombes. C'était beau à voir aller. Puis Crawl n'est pourtant pas là nécessairement pour sa puissance au bâton. Il va frapper la balle en lieu sûr, il va avoir une bonne moyenne au bâton. Mais tu sais, c'est pas. On ne pense pas coup de circuit quand on pense à Carl Crawl, mais il est capable de le faire.
Encore une fois, cette année, il a passé l'hiver à Québec. Maintenant, il est établi ici. C'est sa place, c'est sa ville. Moi, je m'attends à avoir potentiellement la meilleure saison de Kyle Crawl jusqu'à présent. Elle n'est pas arrivée encore. Ça va être Non, là, puis ça tu va être sais, en 25, à mon avis. tu t'y attends, mais il s'y attend aussi. J'ai eu la chance d'y parler un peu, puis je l'annonce tout de suite parce que, comme je l'ai mentionné, on va sûrement essayer de publier le podcast aujourd'hui, vendredi. Samedi, je m'entretiens avec Carl Crawl dans un podcast aussi. Ça va être le deuxième qu'on va faire avec lui. Puis j'ai eu la chance de parler un peu dans la season. Sa main est prête à 100%. Puis l'an passé, c'est quelque chose qui l'a taquiné un peu parce qu'il n'était pas encore revenu à 100% avec sa main. Puis on l'a vu, il a joué avec du padding toute la saison. Un attel un peu à son pouce. T'sais. Ça devient difficile pour lui. Puis c'est sa pire saison bâton. Mais cette année, il s'attend à une bonne saison. Puis il a hâte de revenir au baseball. Puis de jouer du baseball de haut calibre à 100% maintenant en santé. Puis c'est un gars qui se met un mont Everest de pression sur les épaules. Il veut livrer, mais il carbure à ça. Il carbure à ça en même temps. Il a été, il a quelques walk-offs à son actif là aussi à Québec. Donc ça va être très beau de voir un Kyle Crawl en pleine forme, en pleine santé pour débuter la saison. Effectivement, l'arrêt-court risque d'être très bien gardé à Québec encore cette année. Moi, j'ai envie de savoir votre opinion sur Marc-Antoine Lebreu. On sait que s'il y a un qui a une bonne courbe de progression, c'est lui. Là, il risque d'être de chansante cette année à la place de Chaud-Lacroix. Vous attendez à quoi à lui? Hein? Vas-y, Marc-André. Marc-Antoine, effectivement, très belle progression. Faut savoir que Marc-Antoine, quand il jouait junior élite, il était à voltigeur de centre. Et lorsqu'il y a eu des blessures, lorsqu'il y a eu des journées de congé à Joe Lacroix, le champ centre allait à Marc-Antoine. Il est prêt pour ça. Pour moi, il n'y a aucun problème. Il a la vitesse nécessaire pour patrouiller le champ centre sans aucun problème. Est-ce qu'il aura l'aura qu'avait le général au champ centre Joe Lacroix? Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que Joe, là, c'était un carry price au champ centre, dans le sens qu'il rendait à peu près tout très facile. Marc-Antoine est excellent aussi. J'ai aucune espèce d'once d'inquiétude. C'en est un autre, ça, qui se met beaucoup de pression, mais plus au bâton. Il veut performer, il veut sortir du bas de l'alignement. Des fois, on le voit dans le haut 1-2, des fois, on va le voir 5-6, mais quand il tombe 7-8, là, ça le dérange un peu généralement. Mais c'est là qu'il veut se sortir de ça. Mais en même temps, quand il est capable de livrer la marchandise, petit détail important que les coachs aiment bien, Marc-Antoine Lebreu est un des bons joueurs des Capitales de Québec pour déposer l'amorti. Ça peut être payant. Et en défensive, moi, il ne m'inquiète pas du tout. Je pense que le switch, là, Lacroix pour Marc-Antoine Lebreu, on sacrifie peut-être un 10% de défensive pour énormément plus de bâtons et de régularité au bâton, à mon avis aussi. Joe Lacroix, son principal enjeu, c'était la constance au bâton, à mon avis, parce qu'en défensive, effectivement, c'est un des meilleurs qu'il y a eu dans l'histoire des Capitales, ça c'est clair. Marc-Antoine Lebreu ne m'inquiète pas du tout. Puis je pense que je suis prêt à sacrifier un petit peu de défensive au champ extérieur pour rajouter du bâton. Tu sais, j'ai dit tantôt, faites-moi tout ce qu'il faut en défensive dans la ligne du centre. C'est encore vrai. Mais tu sais, Marc-Antoine Lebreu, il ne tombe pas du côté de je sacrifie beaucoup de défensive pour avoir du bâton. Là. Il fait en masse de travail en défensive. Je pense que le champ centre, on est un peu plus fort cette année avec Lebreu qu'avec Joe. Mais tu sais, Joe Lacroix reviendrait demain matin, puis je pense qu'on le prendrait quand même à bras ouverts sans hésiter. Là. Ouais, je pense que pour Jonathan, lui, l'avantage en plus, c'est oui, le bâton, des fois, roulait peut-être pas, mais dès qu'il a embarqué sur les buts, la vitesse est à son avantage aussi. C'est un gars très rapide, puis on l'a vu aussi dans le champ extérieur. Il est capable de couvrir longtemps au champ centre. Puis je reviens un peu à Lebreu, puis depuis 3 ans à Québec, comme Félix a mentionné, sa courbe est en progression, puis statistiquement, ça le prouve. OK, la moyenne de bâton est peut-être un peu plus basse cette année qu'elle l'était l'année passée, qu'elle était il y a 2 ans aussi, mais c'est 12 circuits, 47 points produits. Tu compares ça à un 8 circuits, 36 points produits, et 2 circuits, 25 points produits la saison avant. Tu sais, il continue de monter chaque année, puis je pense que l'an passé, on sait que le début de saison des Capitales sur la route est toujours très difficile, mais lui et Anthony Quirion étaient excusez-moi de l'anglicisme, mais 2 bright spots un peu en début de saison, je trouve, parce qu'ils ont amené de l'offensive à cette équipe-là.
Oui, oui. Absolument, Puis, absolument. Ils ont eu des forts débuts de saison. Puis c'est long, une saison de baseball. On dira ce qu'on voudra. 96 matchs. Il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir des séquences. Il va y avoir des mois plus hauts, des mois moins hauts. Puis c'est de dire, puis tu le sais, que tu vas perdre quelques joueurs à travers ces mois-là, puis à travers la saison. Fait que quand tu en as un qui tombe plus froid, ben, si tu en as un autre qui arrive, puis lui tombe dans une bonne séquence, ben, au final, comme équipe, quand tu es un gérant, tu regardes tout ça, tu dis, ben, crime, ça s'annule. Parce que j'ai encore mon même punch à l'attaque ou ma même menace offensive. Elle vient juste pas des mêmes gars. Fait que là, tu vas manipuler un petit peu ton alignement, puis tu vas essayer de t'en sortir de cette façon-là. ouais. Puis tu sais, le baseball de saison, c'est une chose. Moi, j'ai tendance à penser à c'est quoi mon line-up pour la première game des séries avant même que la saison commence. Fait que tu sais, je me dis que Marc-Antoine Lebreu aussi, il y a 3 places où je ne le vois pas dans l'alignement en séries éliminatoires. S'il y a des gars qui sont cold, c'est 3, 4, 5. Je le vois 1, je le vois 2, je le vois 6, 7, 8, 9, peu importe. Mais c'est un gars comme ça que tu peux insérer partout dans l'alignement parce qu'il y a des qualités pour, on l'a parlé, l'amorti sacrifice, le squeeze, l'amorti également surprise. Pour Fait le que, coup il y a sûr. toutes ces affaires-là. Puis il est rapide aussi, relativement rapide quand même. Donc, tu sais, un gars comme ça, c'est précieux parce que c'est peut-être vrai que tu ne vas pas lui donner les spots 1 ou 2 nécessairement toute la saison durant. Puis encore là, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça peut virer. Mais ce gars-là devient une carte cachée en séries éliminatoires si tu en as besoin. Puis des gars qui ne sont pas hot en série, des gars qui sont blessés en série, il y en a au moins un à chaque année dans le haut du line-up. C'est tout le temps ça. C'est ça le baseball. Tu sais. Ouais, puis en plus, on parle de progression, c'est pas juste au bâton, mais tu as parlé de la vitesse, puis je regarde ça aussi, le vol de but. Il a passé de 10 en 2022, 14 en 23, ok. Peut-être en 2023, il y en aurait peut-être eu plus, c'était pas de la blessure, je pense au bas du corps de mémoire qu'il avait eu, qui a mis sa saison à court, qui avait manqué les séries. Après avoir joué ensemble pendant la grande majorité de la saison, en raison de la blessure à Jonathan Lacroix, puis l'année passée, c'est 20 vols de but. Donc, si on sait la logique, ça va encore monter. Ah oui, même si ça Ouais, restait ben, très bon. Là. Non, moi, c'est ça, je changerais pas à ça. j'ai hâte de voir. C'est juste que tu sais, l'an passé, on a vu quelque chose chez les Capitals qu'on n'avait jamais vu en 25 ans, c'est que la vitesse était devenue partie prenante de l'ADN de l'équipe. Pas que les Capitals étaient toujours lents, mais c'était jamais ce pourquoi on les reconnaissait. Mais l'édition, 2024 des Capitals de Québec est l'édition en 25 ans qui aurait été la plus rapide. On a eu 2 gars qui ont battu le record de buts volés en Mackenzie et Seidel, ce qui fait que des fois, on oubliait même que tu as un Lebreu qui en a volé 20 aussi. Donc, puis tu sais, as un Gideon qui est rapide aussi, puis Glaude, quand il est arrivé, Glaude court très bien les sentiers. Donc, on avait une équipe qui était extrêmement rapide l'an passé. Est-ce que ça va rester? Ben là, il y a tellement de nouveautés, puis des fois, tu fouilles sur YouTube pour essayer de trouver un peu les gars, tu regardes les stats, puis tu n'es pas nécessairement capable de savoir quel est l'ADN exact du joueur qui s'en vient. Tu te fies un petit peu à son CV baseball, puis tu essaies de voir. Mais est-ce que l'équipe sera aussi rapide cette saison que l'an passé? Pour l'instant, on en sait trop rien. Je vais revenir. On sait que vous l'avez dit, les Capitals vont avoir beaucoup de nouveaux joueurs. Au camp, est-ce qu'il y a un ou 2 joueurs que vous dites, OK, lui, j'ai vraiment hâte de le voir? Moi, j'en ai un. Kevin Rodriguez m'intrigue beaucoup. Le jeune Panaméen de 25 ans qui semble être une machine à retrait sur des prises. Le whip est correct, donc il va donner des buts sur balle. Le whip est à 1,3, là, donc il est peut-être un petit peu haut. Je ne sais pas si présentement dans l'échiquier de Pascal Abrini, c'est lui qui regarde pour être releveur numéro 1. C'est peut-être un gars qui peut te faire une 7-8 aussi, mais j'ai hâte de le voir à l'œuvre. J'ai hâte de voir quelle sorte d'arsenal de tir il a, qu'est-ce qu'il va être capable d'offrir. Mais Kevin Rodriguez, moi, dès sa signature, j'ai fait comme ah, ça c'est intéressant. C'est un gars qui a vu du baseball affilié aussi dans le niveau A, par contre, parce qu'il est très jeune. Mais un autre produit de l'organisation des Nationals. Donc, on verra pour la suite. Mais pour l'instant, je dirais que c'est lui qui m'intrigue le plus.
C'est tôt, mais moi, c'est la position que je surveille davantage que le joueur en soi. Donc, au poste de receveur, Arturo De Freitas, je voulais juste être certain du nom. C'est pour ça que j'ai baissé les yeux pendant quelques instants pour vérifier sur mon cell. La position de receveur, pour moi, c'est la position la plus importante au baseball avec le lanceur. C'est le gars qui va diriger tes lanceurs, c'est le gars qui va diriger la défensive. C'est celui qui a besoin de prendre des décisions rapidement, même si le jeu n'est pas tout à fait prévu. Tu sais, t'as beau dire tu es prêt à tout, à un moment donné, des fois, il y a des affaires qui arrivent, puis c'est toujours le receveur à qui ça revient de gérer ça. Fait que moi, c'est sûr que c'est ça la position que je surveille. Est-ce que Quirion va. Tu sais, je ne sais pas quelle sera l'utilisation d'Anthony Quirion cette année non plus. Il y a tout ça à mettre en perspective, mais je pense que la position de receveur, c'est ce qui va retenir mon attention. Moi, tu sais, il y a eu une année où on a passé, Marc-André, c'est quoi? C'est 6 receveurs dans le premier mois ou à peu près, là, tu sais? Ça, mais c'est bien parce que tu es aussi bien de passer 6 receveurs dans le premier mois que dans le dernier. Tu sais, ça, c'est clair. Alors, mais il faut que tu le trouves, ton receveur. Au moins un, puis idéalement, tu en as 2 sur lesquels tu peux compter parce que, encore une fois, ton line-up de premier match en séries éliminatoires, faut pas qu'il y ait. S'il y a une place, il ne faut pas que tu aies un doute, c'est receveur. Moi, à la limite, park n'importe qui dans le champ gauche parce qu'il frappe, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais receveur, ça ne peut pas être ça. Je me souviens, en 2023 de mémoire, c'était Tyler Blount qui avait sorti un peu du lot en étant les receveurs qui avaient comme réussi à sortir du pack, on va dire, avant l'arrivée de Ruben Castro. Puis l'an passé, on avait l'avantage de voir Anthony Quirion, puis avoir un Tyler Blount qui s'est ajouté, puis en plus, c'est allé au SIC qui a quitté après ça. Je pense de mémoire, il y avait eu un emploi en tant qu'entraîneur universitaire. Et cette année, on pense avoir un peu la stabilité encore à cette position-là, comme tu mentionnes avec Non. le Freitas, là. Non? Moi, je pense pas, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, pas très tard dans la saison, la discussion, ce sera il revient quand, Ruben? Il revient quand, Ruben? Puis, tu sais, honnêtement, on va s'y attendre à ce que Ruben Castro revienne. Fait que, tu sais, sais-tu quoi? Si on en a 3 des bons receveurs, il y en a un qui sera DH, puis l'autre sera disponible pour n'importe quoi d'autre. Tu sais, ça, c'est pas grave. Mais je pense que on a établi dans les 2-3 dernières saisons que celui qu'on veut voir en arrière de la plate souvent. Puis encore là, gars, voyez-vous, l'an passé, c'est à Quirion qu'on a fait davantage confiance. Mais Ruben Castro devient une police d'assurance, comme si c'était la bonne expression, mais devient un élément super important de cette équipe-là. C'est pour ça que moi, la stabilité, je suis comme pas sûr encore, mais tout ça est des bonnes nouvelles. Là. Puis sinon, on a vu quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu encore à Québec depuis quelques années, mais c'est l'ajout des Australiens. Je trouve que on a fait un beau recrutement en Australie. On a acheté des joueurs originaires de l'Australie. Okay, on a eu Anthony Quirion l'an passé qui s'en venait de l'Australie. Mais un joueur qui, moi, m'intrigue beaucoup, c'est Will Riley parce que on peut voir qu'en deuxième moitié de saison, j'ai sorti celle-ci la dernière fois, c'était incroyable parce que je pense qu'il avait frappé 10 circuits. Il avait été excellent défensivement. Puis c'est un joueur qui peut patrouiller l'arrêt court et le deuxième but. Donc, dans les journées qu'on veut donner, peut-être une journée de congé à Cockrell, je pense que c'est un joueur qui peut amener un peu de confiance là aussi parce qu'en plus, il a un bon bâton, mais aussi défensivement, il peut être intéressant. C'est un point intéressant que tu amènes, Will, parce que effectivement, ta ligne de centre, elle est primordiale, mais tu dois être capable de bien la gérer. Donc, si ton joueur de deuxième but est capable d'aller faire quelques matchs à l'arrêt court, c'est un beau bonus. On le voyait avec David Glaude, d'ailleurs. Glaude était capable d'aller jouer à l'arrêt court. Puis rien qu'en masse, à part de ça, c'est un joueur d'arrêt court, Glaude. Donc, qui hier, c'était parfait. Si Riley est capable de faire la même chose, moi, j'ai pas de problème. Puis le recrutement en Australie, moi, c'est quelque chose duquel je suis très, très, très fan parce que j'ai l'impression que personne n'y va parce que c'est donc bien loin. Mais c'est un excellent calibre de baseball qui peut être extrêmement payant pour les capitales. Puis ça, c'est quand tu regardes ça, les capitales ne s'assoient jamais sur leur laurier quand il vient le temps d'aller voir du recrutement. Tu sais, Pat qui est allé au Japon cet hiver, puis ils sont allés à Porto Rico, puis ils sont allés, tu sais, ils se promènent. Puis là, il y a la filière panaméenne. Mais là, si l'Australie devient une option aussi, ben, attachez-vous, là, les capitales n'ont pas fini de gagner. Je m'excuse, mais ils n'ont pas fini de gagner. C'est pas les capitales de Québec qu'il faut qu'ils s'appellent, c'est les capitales du monde. C'est ça. Ben oui. Et puis d'ailleurs, tu dis capitale du monde, ça va être encore plus facile de nous écouter cette année, peu importe où vous êtes dans le monde, avec les quelques nouveautés, hein, avec le Home Team Network qui s'en vient. On est quand même vraiment content de ça. Je vous dirais que Flow Sports, sur lequel on travaillait depuis quelques années, c'était correct.
mais il y avait des limitations. Là, on est quand même encouragé par la nouvelle plateforme. Oui. C'est moins cher. Tu fais ça, Marc-André. Oui, puis vraiment. c'est moins cher. C'est vraiment moins cher. On s'attend à ce que les caméras soient gérées toutes seules. Puis, tu sais, ça a l'air d'être vraiment un beau, gros projet à suivre, là, mais vraiment encourageant. Ça, puis d'ailleurs, là, c'est encore possible de vous abonner avec il y a un rabais en ce moment de Oui, il y a un 20 rabais de 20%, je l'ai utilisé, puis ça faisait capoter parce que j'ai acheté le premier mois de la saison l'an passé. Ça m'a coûté 54$ canadiens parce que c'était en prix américain. Ouais. Je regarde le prix, ça m'a coûté 59$ pour la saison complète. Canadien. Canadien. C'est Il y a une des choses une qu'on a. petite différence. C'est complètement fou. Puis moi, pour les gens qui vont regarder le podcast, là, j'ai un peu fouillé pour voir c'est quoi Home Team Network parce qu'ils ne font pas juste du baseball et tout ça. Fait que j'ai vu d'autres sports. Puis c'est quand tu sais derrière ça qu'il n'y a aucun caméraman puis que tout est contrôlé par intelligence artificielle. Puis tu t'en rends pas compte quand tu regardes certains sports avec des caméras fixes. Comme le baseball l'offre généralement. C'est niaiseux à dire, mais j'ai regardé des compétitions de curling sur Home Team Network avec à peu près 4 à 5 angles de vue différents. J'étais comme, OK, mais c'est ça, quand on réfléchit, c'est ça qu'on va avoir au Stade Canac. On a ça, 5 caméras. Donc, on va être capable, bravo pour le code promo, c'est une bonne idée. Oui, j'ai pensé. Et puis, ben voilà. Moi, j'ai un bon feeling par rapport à ça. Puis ça vient aussi avec d'autres technologies de tracking. Donc, Trackman fait son entrée. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont fans de statistiques et tout ça, on va être capable de vous donner normalement plus de stats et plus précises aussi. Donc, on est quand même un peu fébrile là, de ces nouveautés-là, puis en espérant que tout fonctionne bien au niveau technique et tout ça, puis on va travailler très, très fort pour que ce soit le cas. Là, mais Nouveau site de la Ligue aussi. Nouveau site de la Ligue, c'est vraiment important parce que on était rendu là, comme on dit. Vraiment. C'était vraiment pas, c'est pas un luxe là, de changer. Puis, la base de données va être moins lourde à télécharger, nous a-t-on dit. Fait que, tout ça fait que c'est des bonnes nouvelles. Au chapitre des bonnes nouvelles, on a une tabarouette de bonnes aussi. On a-tu le droit de dire ça là pour les radios, Marc-André? Pour la radio? La radio, là? Ouais, la radio, je ne sais pas si on a le droit. Dis-le donc. Moi, le dire. Puis il me Tu ferait peux le taper. dire au pire. Je me ferai taper ses doigts. La question qu'on s'est faite le plus poser depuis quelques années, c'est êtes-vous sur le FM aujourd'hui? La réponse, ça va être tout le temps oui maintenant. On a réussi à convaincre les Caps, de convaincre Chiz, de nous garder, puis tout le temps. Puis les discussions sont terminées, c'est fait. Les games locales seront toutes sur le FM cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais plus. Il y aura un avant-match à tous les matchs. C'est ça, on va être là. Puis avant, je pense que c'était sur la même diffusion Shiz à tous les matchs, mais je pense que c'était les jeudis, vendredis, samedi, de mémoire l'an passé. C'était mieux que rien, mais ça donnait un méchant aria parce qu'une game sur deux ne l'était pas présentée. Ouais. Là, nous autres, là, je ne dis pas que ça nous prenait du temps à répondre à ces questions-là, mais on voyait qu'on décevait des gens à chaque fois. Là, vous allez pouvoir amener, si vous trouvez encore une radio FM qui fonctionne, que vous pouvez amener dans vos poches, vous pouvez même l'amener au stade. Vous allez pouvoir écouter la game avec la description, comme on faisait quand on était. Vous autres, vous êtes trop jeunes malheureusement pour ça, mais nous, quand on était jeunes, on allait au stade olympique avec nos écouteurs, puis on allait écouter les matchs des expos là, avec Jacques Doucet qui décrivait. C'était malade. Et moi, ça, je suis vraiment content de cet ajout-là. Puis ça, c'est une question qui m'intéresse un peu. Vous avez eu la chance de côtoyer Jacques Doucet avec le Canada de Québec, mais c'était comment de l'avoir écouté en plus en grandissant avec les expos, puis après ça, de pouvoir faire des matchs avec lui avec les Caps? Mais moi, c'est même devenu un ami avec le temps. J'ai fait un podcast sur l'histoire des expos avec lui. Puis c'est juste malade. Là. Je veux dire, c'est une légende. Hein, Marc-André, il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est une légende. C'est vraiment une légende. Moi, je ne l'ai pas côtoyé autant que toi. Comme tu dis, toi, c'est devenu un ami. Je pense qu'on se serait tous très bien entendus, les trois, dans une chaloupe à la pêche, parce que les trois, on est des pêcheurs. Ça, je pense que ça aurait été franchement intéressant. Ceci dit, moi, il y a un côté inspiration. Moi, je pense pas que j'écoute ou que je regarde du baseball de la même façon depuis que j'en décris. Donc, je prends des notes, je regarde des choses, mais je me rappelle aussi longtemps que je peux reculer dans mes souvenirs que je voulais faire de la description de baseball dans ma vie. Moi, je vis un rêve depuis 3 ans, bientôt 4. Et Jacques Doucet m'a amené certaines
façons d'approcher les choses, certaines expressions. Lui et Denis Casavant, là, je trouve qu'on souvent Denis Casavant est un peu sous-estimé là-dedans, mais il est très, très, très bon. Donc, je prends de l'inspiration de ces gars-là. Puis après ça, on ajoute notre ADN à nous, notre image, ce qu'on est, notre couleur. Mais pour moi, Jacques Doucet, c'est une inspiration. Je me demande aussi, pour parler de Jacques Doucet, Adèle, j'ai écouté le podcast Game Over, tout ça, puis il parlait des capitales puis du championnat, puis vous avez même eu un compliment de Roger Roulette. C'était comment d'entendre ça? Ça fait toujours chaud au cœur, évidemment, parce que c'est avec Maxime Martin, puis bon, il dit, Maxime Martin revient, puis il dit, en tout cas, je pense qu'il était content, les descripteurs, parce qu'on hurle de bonheur, finalement. Puis Roger qui arrive, puis qui dit, sais-tu quoi, ils ont fait leur travail, parce qu'ils nous ont fait ressentir le moment. Puis Roger, ben, c'est un peu sa force de baseball. Ça a toujours été ça, c'est de faire vivre le moment. Hein, on se rappelle tous de Vladimir, Ouais. puis de Bonsoir et les Ouais. évidemment. Ben, c'est ça. C'est Roger, c'est l'homme coloré de baseball. Et lui, ce qu'il a remarqué immédiatement, c'est la couleur puis l'émotion qu'on a véhiculée à travers cet appel de circuit-là, ce nouveau championnat-là. Donc, évidemment que ça fait toujours chaud au cœur de voir quelqu'un qui est reconnu comme étant le gars de baseball. Ça fait un immense plaisir. Puis à chaque fois qu'on se rencontre maintenant, on se serre la pince. Puis c'est toujours plaisant. On vous a écrit avant l'enregistrement. On voulait savoir deux hot takes, deux prédictions un peu plus extrêmes, inattendues pour la prochaine saison. Je veux vous entendre là-dessus. On avait fait ça dans notre podcast aussi, dans notre causée. Donc, Pierre, au pire, je te laisse commencer là-dessus si tu es allé avec ta première. Ouais. Ma première prédiction osée, c'est que cette année, Pat Scalabrini ne se fera pas expulser une seule fois. Ok, on va. Ça, je la garde en note parce que. Tu sais, Pat, il est comme n'importe qui. Là. Je veux dire, il vieillit comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas encore une bonne vieille engueulade, mais on en a quand même un petit peu moins depuis quelques années. Là. Je pense que depuis quelques années, ça a changé quand même la dynamique un peu. Je pense qu'il ne s'empêchera pas. Mais je pense que le nouveau président, il n'aime pas tant ça non plus quand ça brasse trop. Moi, on dirait que le fait que Michel soit plus là, qui est un petit peu plus de la vieille école, puis c'est bien correct. Mais je pense que Charles, pour l'image d'équipe et tout ça, on dirait que je ne suis pas certain, moi, qu'on va voir beaucoup de. Mais hey, c'est quoi? Je suis sûr d'une chose. Charles n'a pas dit à Pat, pas de crise cette année. Mais je pense que Pat, il sait que Charles, il ne trippe pas là-dessus. Mais ça, c'est une impression. Là. Il n'y a personne qui m'a donné d'infos là-dessus, fait que c'est ma première prédiction. Ouais, puis sinon, je reviens un peu là-dessus, mais je pense que peut-être que Pat va peut-être moins laisser aller parce que l'entraîneur au premier but, il en a eu une couple l'an passé, je pense, en temps de Fontaine. Il y avait eu 2 expulsions, puis on le sait que c'est un gars qui peut bouiller un peu lorsqu'en est temps. Donc peut-être que Pat va devoir calmer quelqu'un d'autre qui va pouvoir rester calme de son côté. Peut-être aussi. Moi, ma première va être concernant. Là, il y a une condition dans la mienne. Donc, je commence par si Ruben Castro vient à Québec cette année, on ne le verra pas seulement que derrière le marbre ou à l'avant-champ. On va le voir au champ extérieur aussi. Ouais, puisque jouer au champ extérieur cette année, c'est vrai. Oui, c'est une position qu'on lui confie lorsqu'il joue en République dominicaine ou ailleurs. Puis je pense que ça pourrait être une option. Quand on regarde, là, pour l'instant, il y a un poste à prendre dans le champ extérieur. Là. On sait que Lebreu a le centre, on sait que Gideon a la droite. Qu'est-ce qui se passe dans la gauche pour l'instant? Ben, on n'en sait trop rien. Gideon est capable d'aller dans la gauche aussi là, à l'occasion. Ça, c'est pas un problème non plus. Mais s'il y a un besoin qui se présente, puis que Ruben Castro est à Québec, il est capable de le faire. Il nous a fait, si vous l'avez vu, là, vous pouvez le trouver sur sa page Facebook, il nous a démontré qu'il a tout un bras au champ droit. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Je ne le sais pas pour ma deuxième prédiction. Je trouve ça difficile, ce genre de truc-là, parce qu'on a quand même une grosse partie de l'équipe qu'on ne connaît pas actuellement. Ouais.
Je dirais que je pense qu'Anthony Quirion va encore avoir 2-3 gros moments cette année. Moi, je ne suis pas certain qu'on va le voir encore plusieurs années, Anthony Quirion, avec les Capitales de Québec. Il y a la réalité de la vie qui va frapper à un moment donné. Le gars, 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Mais je pense que pour cette année, il va tellement être soufflé par ses succès de fin de saison l'an dernier que c'est le genre de. Ce gars-là, il n'a pas peur quand il se présente au bâton. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a aucune crainte. Il se pointe là, puis il sait qu'il y a des bonnes chances que ça vire bien de son côté. Puis moi, je pense qu'on n'a pas fini de voir. Quirion ne frappera pas 300 cette année. C'est sûr, sûr, sûr. Non. Il va me faire mentir, il va frapper comme un malade toute l'année, là. Mais il ne frappera pas pour la moyenne. Il va encore nous sortir 2-3 shots, tu vas faire OK. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là, les grands moments. Puis, à mon avis, ça va arriver aussi. Et si, c'est un slogan qui a été à la mode à Québec dans une autre génération, et si le meilleur était encore à venir? Je regarde les statistiques puis le CV baseball de plusieurs joueurs qui s'en viennent, puis il y a beaucoup de gars qui ont touché au niveau 3 dans le baseball. Alors, j'ai envie de nous faire rêver un peu. Et si la meilleure saison des Capitales dans la frontière, c'était la prochaine? Parce qu'avec le CV que plusieurs gars ont, moi, j'ai quand même un bon enthousiasme avec la prochaine saison qui arrive. Et d'après moi, je pense que c'est voulu de la part des Capitales parce que avec le changement au niveau des séries éliminatoires, pour gagner une série de plus cette année, hein, c'est 2-2-3 et un 3-5. Tu veux t'assurer d'être prêt, puis tu veux peut-être t'assurer d'être plus fort encore que l'année précédente. Donc, je pense que la meilleure formation des Capitales dans la frontière sera cette saison en termes de fiche victoire-défaite. Intéressant, on prend ça en note, honnêtement, j'aime ça. De mon côté, moi, j'avais dit que c'était pas tant chaud que ça, mais j'avais dit que Justin Guillen finirait avec une saison 25 coups de circuit, 25 buts volés. L'an passé, c'était 20-19. Et ma grosse prédiction, qu'il y en ait une qui pourrait vraiment tomber à l'eau dès la première semaine de la saison, mais c'est que Pierre-Olivier Boucher terminera recrue de l'année des Capitales. Et tant mieux. Et tant mieux. Si ça Et j'adorerais ça. Ah, ce J'aime serait ça. vraiment très bon. Vraiment très, très bon parce que ces joueurs-là, on l'a dit, ces joueurs-là, et lui, il arrive jeune, là. Il arrive jeune pour être là pour quelques années. Là. Ces joueurs-là, on ne les voit pas tant venir. On sait qu'il y a des gars dans le baseball affilié. Mais si ça fonctionne, ça va être vraiment une très, très belle addition. Ouais, vraiment, j'aime ça. Puis Félix, lui est allé sur quelque chose de très surprenant, les deux. Là, mon premier hot take, c'est que Jared Belbin, l'Australien, va finir avec plus de coups de circuit que Justin Guillen. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez Belbin pour l'instant, mais écoute. La prédiction de 25 circuits de Gideon, c'est pas déraisonnable. Là, fait qu'il y a du pain sur la planche, notre ami. Ouais. Je sais que les statistiques de Belvin, c'est à peu près, il avait frappé à peu près 25 circuits. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Ah, puis le stade Canac, c'est pas un gros stade en passant. Non, c'est sûr. Fait que ça donne une chance aussi aux frappeurs de circuit, on va se le dire. Là, les frappeurs aiment ça jouer au stade Canac. Ah, puis en plus, et quand le vent est ton bord, hein, certains soirs, là, ça aide aussi. Oh, ouais. Surtout que cette saison, on la commence à New Jersey, qui est un stade un peu plus bizarre, qui a beaucoup, beaucoup de coups de circuit frappés là-bas. Et je sais que certains joueurs ont assez hâte de commencer la saison là-bas pour peut-être augmenter les statistiques au début de la saison. Puis mon deuxième hot take, c'est un des nouveaux japonais, Masatoshi Sakurai, va finir lanceur de l'année dans la frontière. Et tabarouette, OK. Dans la frontière. Ouais. Peut-être. Il y a le talent pour, là. Honnêtement, on ne serait pas fâché si ça arrive, je pense. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est une belle filiale. La filiale japonaise est intéressante et intrigante parce que elle est nulle part ailleurs, si je ne m'abuse, dans le baseball indépendant en Amérique du Nord. Fait que juste ça, c'est toute une carte de visite intéressante, absolument. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, Koigashi, l'an dernier, a été... tu sais, ça reste que c'est une surprise ce qui est arrivé avec Koigashi, là. Le gars jouait dans le Senior Elite l'année d'avant, là. Puis, tu sais, oui, il a été très bon, mais il y a une méchante coche entre les deux ligues, là. Tant mieux s'il y a cette filiale-là qui fonctionne encore. Puis sinon, si ça ne marche pas au Japon, on ira au Panama ou au Venezuela, comme l'a dit Marc-André. On prend des joueurs partout.
Voulez-vous Messieurs, parler de lutte un peu? c'est. Hein? Voulez-vous parler de lutte pendant quelques secondes? Parce que là, le hockey va commencer, mais c'est pas grave. Let's go. Moi, je La partais. lutte, c'est plus Ouais, important. je partant. Fait Félix, tu avais Ben, une question, vas-y, je te laisse y aller. premièrement, pour la lutte, j'ai envie de savoir, c'est qui que vous ont contacté pour faire partie de l'équipe de la NSPW? C'est Alex Drouin que le gars s'appelait en 2016, si je me souviens bien. Il nous a contactés parce que lui, il s'occupait des communications à la NSPW. C'est une nouveauté. Là, il s'impliquait auprès de l'organisation. Puis ils nous ont contactés pour devenir descripteurs pour des saisons télé d'abord et avant tout. On a commencé quelques saisons à Vox. Ben, Vox qui est devenu ma TV là, éventuellement. Mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est un appel inattendu, mais ça devient une des choses les plus intéressantes qui nous est arrivée dans les dernières années. Moi, je capote à décrire de la lutte. Là. J'adore ça. Tu as même changé de langue. Ouais. Ça, c'est un méchant défi pareil. Passer du français à l'anglais, là, j'étais un petit peu réticent au départ. Un petit peu. Puis moi, de mon côté, ben c'est ça, j'étais descripteur avec Pierre, puis à un moment donné, notre ami Jean-Philippe Auger, parce que sans trop le savoir, les capitales et la lutte sont clairement liées, parce que Jean-Philippe Auger était l'animateur de foule, maintenant c'est Pee-Wee, et Jean-Philippe Auger était aussi l'annonceur du ring de la NSPW, annonce à Steve qui ne peut plus vraiment le faire, la vie a fait en sorte qu'il ne pouvait plus le faire, et... ben, moi, j'ai juste proposé à Steve, j'ai dit, regarde, je lève la main. J'ai dit, on verra. Le temps que tu trouves quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis, ben, j'ai fait mon premier gala en 2022. Puis, le lundi matin, je recevais un message de Steve, digne d'une belle fille au primaire qui veut sortir avec toi. Là, c'est veux-tu être l'annonceur? Oui, non. Permanent. Et depuis ce temps-là, ben, ça dure. Puis j'ai un plaisir fou. J'ai un plaisir fou à faire ça. Ça me rapproche un petit peu du spectacle. Moi, j'ai toujours voulu faire partie de ça. Ça me rapproche un petit peu. Je suis parfois impliqué. Je mange une claque à la gueule ici et là. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien rire. Et puis, ben là, on se prépare pour Golden Opportunity. Puis là, je commence à magasiner mes habits. Puis tout ça. Puis, Ben, ça, J'ai bien du plaisir. question vers la lutte, mais qu'est-ce qui vous a amené vers la lutte, puis à commencer à aimer ça, là? Parce que moi, depuis. J'ai commencé tard à aimer la lutte. Là. Moi, j'ai commencé dans la storyline de Bloodline avec Sami Zayn. C'est par là que j'ai commencé à aimer. Puis par après, j'ai appris l'histoire. Puis là, je commence à capoter là-dessus. Mais par vous, ça a commencé par où? Écoute, moi j'ai 39 ans, je suis la lutte depuis que j'ai à peu près 5 ans, donc plus d'une trentaine d'années. C'est Bret Hart, dans mon cas, qui a été mon grand héros, un de mes héros d'enfance. Là, il y a des petits gars qui tripaient sur Superman puis Spider-Man, mais moi c'était Bret Hart. Et j'ai jamais vraiment décroché. Ben, j'ai décroché il y a quelques années ici et là. Je me rappelle de ma jeune vingtaine, là, je suivais plus vraiment. Mais à un moment donné, je suis revenu, puis j'apprécie. C'était WrestleMania la fin de semaine dernière. On s'est réunis, une gang, chez des amis. On était une dizaine, puis on s'est fait un tailgate, puis un barbecue, puis on a regardé WrestleMania, puis on a énormément de plaisir à le faire. La lutte est extrêmement populaire présentement, plus qu'elle l'a jamais été, à mon avis. Mais c'est parti de là. C'est parti d'un petit gars qui tripait sur Bret Hart puis qui n'a jamais vraiment décroché. Ben moi, j'ai 40, puis j'ai commencé en 1988, puis j'en ai une preuve. J'ai un dessin dans mon sous-sol que j'ai fait en 1988 d'Hulk Hogan qui lève 2 poids, puis c'est marqué 500 sur les poids, puis il y a sa ceinture de champion, puis c'est moi qui ai fait ce dessin-là. Je l'ai encore en bas, tu sais. Fait que j'ai une preuve matérielle que j'ai commencé très tôt à écouter la lutte. C'est drôle, moi aussi, mon préféré quand j'étais jeune, c'était le Hitman Bret Hart. Moi, la lutte, j'ai une relation amoureuse avec ça. Je tripe sur la scène indie en ce moment, mais j'ai arrêté d'écouter la lutte de façon assidue, la WWE, depuis 2002. J'ai recommencé quelque part en 2012, 13, 14, notamment quand le network est sorti. Je partageais un abonnement avec un ami, puis j'en avais profité pour réécouter toutes les Raw et les SmackDown fin 90, début 2000. Puis avec le temps, j'ai finalement raccroché, puis
à la mi-mars 2020, quand il n'y avait plus de spectateurs dans les estrades du jour au lendemain, au début de la pandémie. J'ai tout arrêté. Puis là, j'ai écouté WrestleMania, puis le Raw après WrestleMania cette semaine. Je me suis emmerdé à peu près du début à la fin. J'y trouve tellement plus mon compte là-dedans. J'adore la lutte indie, mais la WWF, là, Je te demanderais de quitter. Je te je suis demanderais pas de capable. quitter. Je suis pas capable. Tout le monde tripe ce qui se passe en ce moment. Puis, hey, moi, je vous dis, c'est parce que j'ai arrêté, mettons, depuis 5 ans, comme on dit, là, depuis mars 2020. Puis là, je suis revenu en fin de semaine, puis j'ai écouté Mania, puis j'ai écouté Raw, là. Puis tout ce qui est arrivé, puis je le sais que c'est ça la lutte, Marc-André, fatigant, mais tout ce qui est arrivé, là, c'est qu'ils ont pris les feuilles de 2000, ils les ont mis en 2025, ils ont changé les noms dessus, mais c'est les mêmes histoires. Tout le temps, la même affaire. Puis tu sais, je sais pas, on dirait que je ne suis pas capable de raccrocher, les personnalités ne viennent pas me chercher. Tu sais, j'ai aimé le combat Kevin Owens contre Steve Austin l'an passé. C'est l'an passé, ça, Mania, si je me trompe Non, pas? c'était Il y a là. 2 ans. Il y a 2 ans. Ben, ça, moi, j'aimais ça. Mais ça me ramenait dans le temps, puis c'était tu sais, les matchs cinématographiques là, de Taker et AJ Styles, je pense qu'ils ont fait ça. AJ J'ai Styles. trouvé ça fantastique, vraiment très, très hot. Mais en général, je ne trouve pas mon compte dans la lutte professionnelle d'aujourd'hui. Mais à l'inverse, la lutte indie, je tripe faire partie de ce show-là, de ce spectacle-là, puis essayer de rendre le produit. Tu sais, Marc-André va vous le dire, là, je travaille à rendre le produit télé à peu près comme la WWE le plus possible. Ce qui est très, très complexe dans notre cas. Là. On est dans un building qui a 2500 ans ou à peu près. Tu sais, il y a plein de raisons pourquoi c'est compliqué de faire de la bonne TV à cet endroit-là. Mais j'essaye, mon but, moi, c'est de faire de la bonne TV de lutte. Mais la lutte d'aujourd'hui, c'est drôle, je ne m'y reconnais pas pantoute. C'est comme ça. Ben, toi, tu veux de la lutte avec des ours, puis Oui! des Des ours, des nains. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu recherches. Écoute, chacun ses goûts. Hey, j'ai écouté Raw. On écoute et on ne juge pas. J'ai écouté Raw cette semaine. Ils font la promotion d'une affaire qui va avoir sur Netflix, le WWE Unreal. Y a-tu moyen que Michael Cole, pendant Raw, me fasse pas la promo d'une émission anti-kayfabe alors qu'il est en train d'écrire du kayfabe? Voyons donc, ça a pas bon sens. Défendez-moi ça, voir, les amis. Vous n'êtes pas capable de me défendre ça. Non, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre un peu. Puis, dans un sens, ok, oui, le kayfabe est mort depuis quelques années, depuis que Internet existe, c'est plus difficile. Ouais. Mais de faire ça, puis je sais qu'il y en a encore qui tentent de garder ça vivant. Puis là, je vois ça, puis je le vois partout sur les médias sociaux après ça, que tout le monde est comme le kayfabe, ça n'existe plus, le kayfabe, ça n'existe plus, mais ça existe déjà plus. Puis c'est difficile à faire, puis peut-être que certains vont aimer ça d'aller un peu dans l'arrière-plan, puis de voir ce qui se passe en arrière de l'histoire. Mais comme tu dis, c'est bizarre un peu de faire la promotion de ça pendant qu'il faut que tu gardes un peu l'aspect kayfabe dans le ring. Kayfabe, oui et non, mais surtout protéger la surprise. Quand tu vois une Becky Lynch qui revient à WrestleMania, puis que tu vois une jeune fan dans les estrades qui est en larmes tellement elle est heureuse, ça c'est beau. Quand tu vois un Joe Hendry apparaître, littéralement, pour ceux qui savent, quelqu'un a dit son nom et il est apparu à WrestleMania pour affronter Randy Orton, alors que tout le monde puis son frère attend Rousset, ben, on a protégé la surprise. Et tout le monde a été très heureux de ça. Donc ça fait un peu partie du kayfabe. Ouais. Je comprends que ça peut plus être comme à l'époque d'Undertaker où il se promenait maquillé dans les aéroports. Mais, je veux dire, il y a encore moyen de protéger le bonheur d'une surprise à la lutte. Au moins pendant Raw, moi je comprends là, Internet et les médias sociaux, mais pendant Raw, Michael Cole, es-tu capable de me dire que dans 5 secondes, tu vas caller un match kayfabe, mais là, tu es en train de me dire d'aller voir en arrière, dans l'arrière-scène, la seconde d'avant? Pour moi, ça ne marche pas. Mais je le sais, je ne gagnerai pas. Arrête de t'attarder à des détails. On a un ami commun, toi et moi, Pierre, qui disait à la radio « Don't let the facts get in the way of a good story. » OK? Ben moi, moins en moins d'accord avec ça. Moi, j'avais posé, on a reçu Travis Toxic en entrevue, puis j'y avais demandé, pour moi, qu'est-ce qui fait un bon lutteur, c'est dans le ring, son look, puis sa musique d'entrée. On sait que la musique d'entrée, c'est très important. J'ai envie de savoir, vous, votre top 5 ou top 3 ou top 10 de vos musiques d'entrée préférées, ça serait lesquelles? On va y aller top 3. Top 3. Top 3. Puis je vais soumettre mon top 3 vite, puis on verra, là, mais
Ils ont un élément commun, c'est ces 3 tunes-là. Ultimate Warrior, Stone Cold Steve Austin, puis l'autre que je voulais amener, c'est John Cena. Pourquoi? Parce que dès le départ, les 2 premières notes, c'est exactement ce qui s'en vient. Tout le monde se lève, puis ça éclate dans l'aréna. C'est les 3 premiers auxquels je pense, pour lesquels là, c'est clair, net et précis que ça va exploser quand ça arrive. Avec le même argument que Pierre. Tu as dit Ultimate Warrior? Steve Austin, puis Steve Austin? l'autre là, que j'ai dit. Là. John Cena. OK. John Cena, John c'est Cena. ça. Ben, pour le même argument, Bret Hart, avec le fameux riff de guitare. Triple H, aussi, pour la même raison. Et récemment, Joe Hendry. Il a créé quelque chose. Il est devenu viral avant d'être populaire. Et là, il est populaire parce qu'il est viral. C'est incroyable. Il a fait ses débuts à WrestleMania. Il est champion de la TNA. Quel merveilleux monde dans lequel on vit. Il n'était pas à Royal Rumble, je ne veux pas t'en reprendre, mais il n'était pas à Royal Rumble. Ouais. Oui, mais ses débuts, il a fait ses débuts à WrestleMania. Son premier WrestleMania est en tant que champion du monde de la TNA. Et le déclic de la note, ça a été l'explosion totale dans le Legion Stadium. Donc, moi, présentement, là, mon top 3 vite comme ça. Puis j'ajouterais une Rhea Ripley à travers de ça parce qu'on n'a pas nommé aucune femme présentement jusqu'à maintenant. Puis Rhea Ripley est aussi... Elle est dans la même catégorie que John Cena, que Cody Rhodes présentement en termes de star power dans cette fédération-là. Puis ça mérite qu'on lui lève notre chapeau. Rhea Ripley, elle est incroyable. Moi, j'en reviens pas que Cody Rhodes soit ton main eventer dans une grosse compagnie comme la WWE. Ah, moi, je suis pas d'accord. Opinion impopulaire, là, je sais. Ça, c'est un hot take. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'en est un. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui sont d'accord, mais tu sais, si on revient un peu à la musique de mon côté, un peu comme tu dis, je pense que tu parles de Stone Cold, on l'a remarqué à WrestleMania. Dès que tu as entendu la fenêtre brisée, le glass break, l'aréna a explosé, le stade. Exact. Même chose pour John Cena. Puis tu sais, c'est important d'avoir quelque chose de significatif. Puis je pense que c'est quelque chose qui n'existe plus depuis quelques années parce que Def Rebel et WWE font un peu de difficulté parce que ça prend tellement de temps de savoir qui s'en vient, qui sort. Puis on l'a remarqué un peu Rusev parce que ça a pris jusqu'à ce que le Titan Tron apparaît pour savoir que c'était Rusev qui sortait parce que tu ne reconnaissais pas c'était quoi. Puis la musique prend tellement de temps. Puis je pense que c'est pour ça que des chansons un peu comme Jey Uso présentement ou Sami Zayn, quand ils sortent, tu sais que c'est eux, puis que ça crée un peu d'engouement, puis ça aide. C'est vrai que Sami Zayn... Roman Reigns aussi est dans cette catégorie-là, quand la note part, on le sait. Dans le cas de Rusev, il effectuait son retour après 5 ans. Il ne voulait pas le ramener sous son nom de Rusev Boudria. Donc, ils ont opté pour autre chose. Alors, c'est sûr qu'il fallait familiariser avec la foule. Mais je te rejoins, Will. Là, effectivement, il y a beaucoup d'insatisfaction actuellement sur l'artiste principal qui fait les thèmes d'entrée, Def Rebel. Et ça fait en sorte que plusieurs thèmes se ressemblent. Puis je pense que la meilleure... Qui est qui, c'est difficile. Le meilleur exemple pour ça, c'est le Royal Rumble, parce que dès que quelqu'un sort, si tu connais pas, à partir des 2 premières notes, le lutteur, tu sais pas c'est qui, parce que c'est tellement ressemblable. Puis je m'en souviens que c'était, je pense, durant le Royal Rumble des filles, ça m'a pris comme quelques secondes à chaque fois que quelqu'un sortait pour me rappeler, c'est le même type d'électro que quelqu'un d'autre, mais il faut que tu vois, comme je dis, qu'est-ce qui est écrit pour savoir c'est qui. Puis c'est quelque chose qui taquine un peu. Puis un peu pour ces raisons-là, si je vais avec mon top 3 à moi, j'adore Edge et Metalingus. De mon côté, ça va toujours être un de mes favoris. Sami Zayn, j'adore un peu la chanson, puis comment que le Let's Go peut vraiment... Puis on va le voir à Québec au mois d'août, je crois qu'il s'en vient, oui, c'est bien ça. À quel point le centre Vidéotron risque d'exploser quand ça va encore jouer, parce qu'on l'a vu il y a 2 ans quand ils étaient venus à Rock, comment que la foule peut rentrer un peu avec cette chanson, surtout quand c'est ton hometown crowd. Ça aide beaucoup. Puis sinon, j'irais HBK, Shawn Michaels. Un autre que j'aime bien, ce serait bien ça. Excellent choix. Ouais. Moi, si je vais avec mon top 3,
Le premier, c'est, on l'a vu dans la vidéo package, mais le Fireburns de CM Punk, moi, ça vient me chercher. Moi, je l'adore. Sinon, comme Marc, Joe Hendry, t'es I Believe Joe Hendry, puis tu tapes des mains, ça rentre tellement dans la tête. Puis sinon, on en a parlé avec Toxic, mais SOS de Kofi Kingston, sérieusement, je pense qu'elle est quand même, elle est quand même attirante. Elle donne comme le goût de danser, je sais pas pourquoi, là, mais je trouve qu'elle est quand même bonne. Fait que pour moi, je pense que ça serait mon top 3. Là. Ouais. Puis on avait demandé la même question à Toxic, puis il nous l'avait dit que c'est sa chanson de lutte préférée. Puis honnêtement, on lui a proposé, là, si une fois tu as à sortir avec ça, ce serait juste légendaire. Puis on voit un Travis Toxic sortir avec des dreadlocks ou peu importe, ça serait juste tordant. Ouais. Ça serait tellement le personnage opposé de ce qu'il y a, mais ça serait vraiment hilarant. Très bon. Je pense que ça fait le tour. On est rendu à 1h15 environ. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. On en a eu beaucoup pour jaser. C'est 0-0. Encore 0-0. C'est encore 0-0. Bon. OK, parfait. On n'a rien manqué. Parfait. Mais merci de nous avoir reçus vraiment parce que c'est drôle. On fait les avant-matchs, on fait les matchs, tout ça, mais on n'a pas tant l'occasion de parler aux gens que ça. Je trouve que c'est une heure qui est plaisante. Puis je prends de Marc-André de court un peu, mais si jamais vous voulez le refaire pendant la saison, on trouvera une façon sans problème. Ouais. On est partant. All right. Puis avant de finir, juste que je sais que t'es au Captage, je suis à côté, fait que sûrement que on pourra se jaser, puis ça, comme si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Là. Puis, Félix, c'est difficile à manquer dans le stade Canac parce qu'il est là. Il part plusieurs cris, plusieurs chants tout au long d'un match. Donc, ça, c'est une des questions. Je peux-tu en poser une dernière, Will? Tu nous déranges pas. Ok, c'est bon, c'est ça la question. Ouais. C'est ça. C'est bien mieux ça que l'inverse. Ce serait bien mieux ça que le stade soit. Si le stade était mort, ce serait plate. Écoute, moi, il n'y a aucun problème. Tu ne nous déranges pas quand tu parles des tunes comme ça. Ouais, puis. Parfait. Ça aussi, vous en pensez quoi, tes chants? Il y a des personnes, des fois, qui gueulent puis font des chants. Est-ce que vous trouvez ça drôle ou des fois, vous dites, OK, ça, c'est bon, on devrait l'utiliser? Hein? Parce que si tu me laisses enchaîner rapidement, Félix, ce qu'on veut amener de ça, on veut amener un peu plus l'aspect lutte au Capital aussi, au niveau des chants. Fait que là, que j'ai bien aimé, c'est moi qui l'ai trouvé, le haut Frank Moscatello. Je trouve qu'il fitait bien quand il sortait parce qu'il n'y a pas de chanson pour sortir. Donc, on l'utilisait un peu. Là, cette année, j'ai eu l'idée de connecter un peu avec, mettons, les joueurs de l'Australie. On va sortir un chat assez spécial avec les joueurs de l'Australie. C'est le Aussie, oi, 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 qui est très populaire là-bas. Fait que si on est capable de partir ça un peu quand, mettons, un Will Riley s'en vient au bâton, je pense que ça pourrait être intéressant à voir. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a voulu amener un peu. Moi, je salue votre dynamisme, puis c'est le genre de truc qui est juste bon. C'est juste bon, puis si ça marche, vous allez le voir, puis si ça marche pas, vous allez le voir aussi dans le stade de la question est assez instantanée, merci. Ouais. Mais non, soyez pas inquiets, ça ne nous dérange pas. Puis de toute façon, si ça nous dérange, on va vous le dire. On fait un peu pareil avec la description des matchs de baseball. Moi, j'essayais... Tu sais, je veux dire, Quirion, je l'ai rapidement appelé Kiki parce que c'est sympathique, c'est drôle. Je me fais encore parler de mon call sur Greg Bird quand il y en avait gelé une du tableau indicateur. C'est un avion, c'est un oiseau, non, c'est Greg Bird. Donc, on met de la couleur comme ça, puis ça en prend des partisans comme vous autres qui vont mettre justement cette couleur-là dans le stade. Parce que vous savez aussi que vous ne sortirez jamais rien de déplacé ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Encore une fois, les gars, merci d'avoir été là. Comme mentionné, donc demain, j'enregistre l'épisode de podcast avec Carl Crawl, notre deuxième podcast, notre millième et quelques entrevues avec lui, parce qu'on en a rendu avec une ben trop. Puis on a assez hâte que la saison commence. Félix, merci d'avoir été à l'animation. Les gars, merci encore d'avoir été là, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Salut les gars. Bye.